Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Sandrine Rousseau. Alors Sandrine, je l'ai découverte au moment de la primaire écologiste lors de la présidentielle de 2022. Soyons honnêtes, je suivais l'événement d'un œil plutôt morne, m'attendant à un énième duel entre deux mectons quinquagénaires en chemisette en fibres recyclées qui auraient répondu à l'urgence climatique et au productivisme rapace du capitalisme par deux trois pistes cyclables et un petit malus carbone pour les entreprises qui polluent un peu trop. Du capitalisme vert, en somme, le même qui semble condamner les écologistes à ne jamais plus pouvoir dépasser les 5,25% faits par Noël Mamère en 2002. Et je n'ai pas été déçu, hein, c'est exactement ce que j'ai eu. Yannick Jadot contre Éric Piolle, le match entre deux sopalins humides que personne ne voulait. Mais à ma grande surprise, une autre voix est venue s'imposer dans le débat et complètement retourner cette campagne, celle de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, une candidate qui parlait d'écoféminisme, d'intersectionnalité, capable de s'engager pour les luttes LGBT+, pour la laïcité, mais sans condamner bêtement le port du voile et surtout, enfin, une candidate écolo capable de nommer l'ennemi, le capitalisme. Et sur ce sujet, on peut dire que Sandrine ne mâche pas ses mots. Encore récemment, elle expliquait à un journaliste de BFM Médusé que, je cite, rompre avec le capitalisme est une question de vie ou de mort. C'est sûr, ça nous change d'un Yannick Jadot qui défendait le capitalisme européen face à un parterre de patrons du MEDEF conquis avant d'aller manifester avec les policiers aux côtés de Zemmour, Bardella et Darmanin. Alors, malheureusement, Sandrine n'a pas gagné cette primaire, même si elle a déjoué tous les pronostics en réussissant à s'imposer jusqu'au second tour et à récupérer quasiment 49% des votes. Une performance plutôt impressionnante pour quelqu'un qui n'avait le soutien d'aucun cadre de son propre parti et qu'au début, les médias ignoraient complètement. Mais voilà, le monde n'était pas encore complètement prêt à changer et c'est donc Jadot qui est allé à la présidentielle qu'il a perdu mollement, sans surprise ni panache. Mais au fond, était-ce si grave? Après tout, comme nous l'a appris Rocky dans son premier combat face à Apollo Creed, parfois l'importance n'est pas de gagner, mais de résister dignement. Et c'est exactement ce qu'a fait Sandrine Rousseau lors de cette primaire, et c'est ce qu'elle n'a jamais cessé de faire depuis, mener ses combats avec sincérité et mettre sur la place publique des sujets dont on n'aurait jamais parlé si elle n'avait pas été là pour les défendre. Une posture finalement assez rare dans le monde politique, ce qui amènera à ma première question. Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es entrée en politique, notamment la fameuse affaire des repas aux étudiants précaires, et nous dire si à ce moment-là, tu aurais pu imaginer que tu finirais à l'Assemblée nationale et que tu deviendrais une telle figure de la lutte écologiste? Alors, je vais vous raconter tout ça, je vais vous raconter mes débuts en politique. Mais avant, je dois dire que hier, j'étais dans une conférence d'avocats qui s'appelle la Berrier, la conférence Berrier, où ils m'ont demandé de porter un béret vert pour ma première intervention publique après cette conférence. Donc, je dois le faire. Voilà. Hop, je le fais. Voilà, Voilà. ça va, Je ne c'est vais pas pas le mal. porter pendant tout le Twitch parce qu'en plus, il gratte énormément. Mais voilà, je l'ai fait. Beaucoup la Berrier et maintenant je vous réponds. Alors sur mes premiers pas en politique, en fait j'étais vice-présidente de l'université de Lille et j'ai été en charge de la vie étudiante. J'étais confrontée en tant que vice-présidente à vraiment une très très grande précarité étudiante qui n'a pas changé depuis, qui s'est même aggravé. Et à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de distribution de repas, il n'y avait pas tout ça. Il y avait 9 mois de bourse du Crous et c'était tout. Et j'avais fait venir le Secours populaire pour distribuer des repas gratuits. J'étais la première université de France à faire ça. À l'époque, c'était Valérie Pécresse qui était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ça avait créé à l'époque un buzz. Alors, on me reproche beaucoup ça, mais à l'époque, ça avait fait un buzz. Et du coup, ça avait alerté sur la précarité étudiante. Il y avait eu les syndicats étudiants qui avaient enchaîné, qui avaient fait un travail incroyable. Et à la fin, ça a donné le 10e mois de bourse. Et en fait, j'ai fait ça parce que il y avait des étudiants à l'université de Lille qui vraiment mouraient de faim, au sens premier du terme. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en politique. Les Verts m'ont perçu, m'ont abordé suite à cet événement-là sur la précarité étudiante. Et en fait, j'ai jamais cessé mes combats depuis. Voilà. Et tu avais déjà des liens avec les Verts? Comment ça s'est fait? Ça se fait qu'ils soient venus particulièrement justement te voir à ce moment-là. Toi, tu militais déjà dans le parti ou c'est ça Alors, s'est un rapprochement? j'avais collé quelques affiches, mais j'étais pas non plus une militante. Et surtout, j'étais économiste de l'environnement. C'est-à-dire, j'étais enseignante-chercheuse, donc j'étais maîtresse de conférence, en économie écologique. Donc, moi, mon sujet de thèse, mon sujet de doctorat, c'était
Vous savez, le doctorat, on fait pendant 3 ans. Voilà, bon. C'était, vous savez, la théorie marxiste, ce qu'a écrit Marx, c'est le fait que le capitalisme crée de la richesse par la plus-value sur le travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on paye les salariés moins que la valeur qu'ils produisent que la richesse se crée. Et moi, je travaillais sur l'équivalence, c'est-à-dire j'avais transposer cette théorie-là sur l'écologie en disant en fait le capitalisme se nourrit, la richesse créée dans le capitalisme vient aussi de la destruction de l'environnement, c'est-à-dire le fait qu'on paye l'environnement, qu'on paye les ressources naturelles à un prix moindre que la richesse que ça crée dans le capitalisme. Donc voilà, j'étais déjà de gauche. Déjà très engagé et avec des valeurs ouais, bien à gauche. Et est-ce que tu crois que c'est le fait qu'on soit venu te chercher et que tu n'aies pas eu une volonté carriériste d'entrer en politique au départ et de venir essayer d'obtenir un poste de député ou je ne sais quoi, enfin, tu n'avais pas ces ambitions-là au moment où on vient te chercher. Est-ce que c'est ça, tu crois, qui t'a donné une liberté et qui t'a permis de défendre vraiment les causes qui t'étaient chères après dans ta carrière sans justement trop te compromettre dans le jeu des partis? En fait, c'est marrant, c'était le premier à me poser cette question et je me l'étais jamais posée comme ça avant, mais en fait, je pense que oui, parce que quelque part, moi, c'est pas ma vocation, enfin, c'est pas, tu vois, j'ai pas déplacé des montagnes et tout ça pour arriver. Je suis pas. Et en fait, j'ai toujours un autre métier que je garde et qui. Alors là, je le fais plus en ce moment parce que je suis députée, mais je veux dire, je peux retourner à l'université. Et en fait, ça me donne une liberté totale. C'est-à-dire, je sais que je peux partir de la politique du jour au lendemain, en fait, et que c'est pas très grave. J'aurai de quoi payer mon loyer. Et en fait, ça, c'est vraiment. En fait, ça te donne une liberté très très forte, quoi. Et ça, je pense que les gens le ressentent parce que du coup, ça fait de moi quelqu'un qui défend une ligne politique avant de défendre ma carrière, quoi. Et ça, je pense que les gens le perçoivent très fort, en fait. Ouais, une Et tu sais, espèce ça fait de, force, en fait. une forme de sincérité assez forte. Cela dit, il y a un truc, moi j'aime bien cette origin story là, du côté la chercheuse qui invite le secours populaire à distribuer les repas aux étudiants précaires de la fac et tout, et qui se fait remarquer par les Verts au point de finir justement assez rapidement tête de liste pour les élections européennes. Mais il y a un contrepoint, je ne peux pas m'empêcher d'y voir, mais qui n'est pas forcément de ton fait, je pense. Mais c'est que voilà, tu es quand même issu de la classe moyenne supérieure, hein, selon tes propres mots, je pense. Ton propre père était maire de la ville où tu as grandi, donc déjà engagé en politique. Tu as fait des études supérieures qui te situent du côté des dominants culturels, on pourrait dire. Donc finalement, un profil assez classique sur la scène politique et qui généralement va favoriser une certaine reproduction idéologique, je pense, dans les milieux politiques. Et ça n'a pas vraiment été le cas avec toi, puisque tu as défendu, je trouve, d'autres idées, d'autres positions. Mais à un moment donné, est-ce que tu ne crois pas quand même que la politique, elle est un peu condamnée à rester la même tant qu'on n'aura pas un autre système à gauche pour choisir nos représentants, un système qui permettrait justement l'éclosion d'autres profils que ce côté un peu CSP+, classe moyenne plus, quoi. C'est vraiment hyper intéressant parce que, en effet, moi, j'ai le capital social, j'ai le capital économique aussi qui me permet de rentrer en politique facilement. Et c'est pour ça que depuis que je suis en politique, j'ai une ligne de conduite qui est que ma place en politique permet à d'autres personnes qui ont plus de difficultés de monter et de prendre la parole. C'est pour ça que j'ai, par exemple, poussé Mélissa Camara à l'Europe en tant que députée européenne. Mélissa, elle est noire, lesbienne, elle vient d'un milieu très populaire. Et en fait, sans un réseau et une solidarité au sein du parti, peut-être que sa position aurait été plus fragile. Et donc, moi, je me fais vraiment une volonté farouche de faire monter des gens qui portent une autre parole et qui viennent d'un autre milieu. Là, au bureau politique, qui est la direction du parti, on a fait monter Hassen Amou, qui vient des quartiers nord de Marseille. Là, sur Paris, je soutiens aussi la candidature d'Anna Bikouloulou, qui est une jeune écolo, et en fait, et qui vient aussi d'un milieu populaire, etc. Et en fait, pour moi, c'est très, très important que ma position sociale, je la conscientise pour pouvoir faire monter des profils qui portent une autre voix et qui auraient peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, mais
peut-être plus de fragilité s'il n'y avait pas des soutiens à l'intérieur du parti pour ces profils-là. Et Ça, c'est très, très important. Et moi, pour l'instant, je fais vraiment une discipline très forte de, certes, moi, j'ai bénéficié de mon capital social et voilà, mais que ce capital social dont moi j'ai pu bénéficier serve d'autres personnes, en fait. Et tu t'imagines quoi comme système pour systématiser ça dans les partis, ou en tout cas dans ton parti, les écologistes? Parce qu'on l'a vu, par exemple, lors de la dernière primaire, qui est arrivée assez récemment, on a la sensation justement que les voix qui sortent justement du profil habituel, du politicien ont du mal à se faire entendre, ont du mal à trouver une place, au sein du parti, à des postes de pouvoir et cetera. Comment est-ce que justement qu'est-ce que tu imaginerais toi pour casser un peu la reproduction sociale au sein des partis de la gauche? Ça, il faudrait vraiment, avoir une volonté politique chevillée au corps et avoir, réfléchi et conscientisé sur tous les biais qu'il y a à l'intérieur des mondes militants qui favorisent et le capital social et le capital économique. Et je prends un exemple, mais par exemple militer, aller à des réunions. On peut militer en distribuant des tracts, ça, quel que soit son milieu social et encore, il faut avoir des horaires de travail, par exemple, qui conviennent. C'est-à-dire on doit commencer son travail après avoir distribué les tracts à l'entrée des écoles, par exemple. Il y a ça, mais si vous voulez être dans une réunion de désignation, par exemple, des personnes, eh bien, il faut que vous vous déplaciez, ne serait-ce que ça, pour aller dans le lieu où la décision va être prise. Et ça, aujourd'hui, par exemple, dans mon parti, il n'y a pas de remboursement des frais pour les militants de base, j'ai envie de dire. De même, il n'y a pas de réflexion aussi sur le fait que toutes les réunions ont lieu le soir ou le week-end. Et ça, bah, quand on a une charge de famille ou quand on a des personnes âgées à la maison, ou quand, bah, tout ça est très compliqué. Et en fait, il y a quand même une dynamique à l'intérieur des partis politiques qui fait que c'est ceux qui sont le plus présents à l'intérieur de la machine politique qui remportent les investitures et qui du coup sont après investis dans les places éligibles. Et ça, on a le temps, on a l'argent pour se déplacer, être présent, etc. Et on a le réseau que quand on a déjà un capital à la base. Donc en fait, c'est ça qu'il faut réussir à déconstruire et à réfléchir pour que les partis soient beaucoup plus ouverts. Mais pour ça, il faudrait une volonté politique importante. Et moi, ce que je vois dans mon parti, c'est que quand il y a des personnes un peu différentes qui arrivent, certaines s'en sortent parce que elles y arrivent parce qu'elles ont des qualités, elles ont une intelligence politique aussi importante, mais il y en a d'autres qui, avec la même intelligence politique, peuvent être discriminées. Moi, je suis en tension très forte en ce moment dans mon parti sur ce qui se passe à Marseille, chez moi. Parce qu'à Marseille, il y a des jeunes des quartiers nord qui sont venus, qui se sont organisés, qui sont venus, et en fait, ils subissent vraiment des comportements qui sont inadmissibles et qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas que le capital politique, en fait, on n'a pas la même manière de parler, on n'a pas la même manière de faire, forcément, quand on n'a pas une famille ou quand on n'a pas 10 ans de militantisme derrière soi. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment des bras de fer à l'intérieur des partis pour que ces gens soient reconnus et soient correctement intégrés, acceptés comme militants à part entière à l'intérieur du parti. Et on le voit, ça crée des tensions très fortes, quoi. Donc il y a une responsabilité individuelle, il y a une responsabilité collective de réseau pour entourer et consolider ces gens-là, mais il y a aussi derrière une réflexion politique à avoir sur les conditions matérielles du militantisme. Et ça dépend pas de moi parce que je suis trop minoritaire dans mon parti, Mmh. ça dépend vraiment de la direction, mais il faudrait vraiment qu'on l'ait, quoi, cette discussion. D'accord, Je sais pas c'est si assez c'est très intéressant parce clair, qu'on voit mais que la question se pose, mais que voilà, les moyens de la mettre en place sont pas forcément, pas forcément simples à mettre, en tout cas à amener au sein des partis eux-mêmes. Et est-ce que tu crois que en c'est fait, ça qui pour militer, il faut avoir du temps, de l'argent et des réseaux. Et en fait, tu as du temps, de l'argent et des réseaux quand tu as un capital social, quand tu es un homme plus qu'une femme, quand tu es blanc plus que racisé, quand tu es riche plus que pauvre, enfin voilà, tout ça. Non, mais alors pour le coup, je suis archi d'accord. Est-ce que tu crois que c'est ça qui condamne les mouvements de gauche à avoir des grands discours sur les discriminations des uns, des unes, des autres, et finalement à toujours présenter des vieux mecs blancs?
Oui, parce que ça, c'est pas suffisamment interrogé à l'intérieur des partis, vraiment. C'est-à-dire que, en plus, c'est un truc qui s'auto-entretient. Et la gauche devrait avoir une réflexion pour contrer ça. Et on n'y arrive pas suffisamment. Et c'est un truc qui s'auto-entretient parce qu'en fait, les jeunes je parle de jeunes militants, mais ils peuvent être vieux en fait, hein, tu vois, mais les nouveaux arrivés dans les organisations, quand elles subissent cette violence économique, cette violence symbolique, parce qu'elles ne s'expriment pas comme il faudrait s'exprimer, etc., ben, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles partent. Donc, ne restent à l'intérieur des partis pour tenir la machine que les gens CSP+, plutôt hommes, plutôt blancs, plutôt vieux, etc. Et donc, en fait, c'est un truc qui se reproduit, quoi. C'est un système vraiment de reproduction. Parce que moi, les militants, par exemple, de PACA en ce moment, leur question, c'est on se barre, quoi. Et moi, j'essaye de les retenir en disant, mais non, vous avez du soutien. Mais leur premier réflexe, c'est de dire on se barre, quoi. C'est normal, en fait, parce que ils sont réexposés à de la violence à laquelle ils ne devraient pas être exposés. Et c'est pas correct. Voilà. Et du coup, je voudrais revenir un petit peu sur ta carrière. Aujourd'hui, tu es une figure centrale de l'écologie française, mais en 2017, tu avais quitté les écologistes. En fait, en 2016, tu fais partie des 4 femmes qui vont témoigner à visage découvert lors d'une enquête Mediapart et dénoncer des faits d'agression et de harcèlement sexuel attribués à Denis Baupin. Denis Baupin, qui est à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, dirigeant historique des Verts et député de Paris. Une prise de parole très courageuse. Malheureusement, 2016, c'est un an avant MeToo, et si aujourd'hui la réception des VSS reste très très compliquée, à l'époque c'est encore pire. Globalement, tu vas être ostracisé dans ton propre camp, très peu soutenu. Des membres historiques des écologistes iront même jusqu'à prendre la défense de Baupin, notamment l'ancienne ministre de l'Environnement et député les écologistes Dominique Voynet. Dominique Voynet qui va jusqu'à témoigner en la faveur de Baupin lors d'un procès lié à l'affaire. Donc, non seulement on t'abandonne, mais certains ou certaines vont jusqu'à soutenir ton agresseur, clairement, hein, ce qui est une violence inouïe. Tu racontes d'ailleurs au Monde à propos de cette période. À ce moment-là, je sombre. Dans le parti, ils ne comprennent pas, ils ne se rendent pas compte. Et finalement, en 2017, tu pars, ou plutôt, selon tes propres mots, on te fait partir. Donc, une rupture dans la douleur qui va durer 5 ans jusqu'en 2022, jusqu'à cette fameuse primaire dont j'ai parlé en introduction. Et ça me donne envie de te demander pourquoi, après tout ça, être revenu chez les Verts. Est-ce que tu n'étais pas dégoûté de la politique? Et pourquoi ne pas être allé vers un autre courant politique avec lequel le passif aurait été moins lourd? Euh, Bah, ça a été très dur, ça c'est sûr, ça a été très très dur. C'est une période qui a été vraiment extrêmement dure, où j'ai sombré en effet, mais comme toutes les femmes qui ont parlé. C'est-à-dire que je suis pas la seule à avoir sombré. Toutes les femmes avec lesquelles j'ai parlé, donc Hélène Debost, Isabelle Attard, Annie Lameur, mais toutes les autres aussi qui sont moins connues, on a toutes sombré. Tellement c'était dur. Et en fait, moi, je me suis mise en retrait pendant 5 ans, tu l'as dit, pour aller mieux, parce que sinon, j'y arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à faire de la politique en allant mal, et j'arrivais plus aussi à croire complètement en la politique, parce que finalement, elle abîmait trop, quoi. Et elle abîmait trop, puis pour un parti qui se disait féministe, avoir l'ancienne numéro 1 qui vient défendre ton agresseur au tribunal, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est trash, hein, à vivre. Et donc, voilà, j'ai pris du recul pour aller mieux. Et je suis revenue parce que, en fait, je disais aux femmes, de parler, je leur disais, il faut parler des violences sexuelles, etc. Et en même temps, je leur montrais l'exemple d'une personne qui, quand elle parle, eh bien, doit quitter le parti dans lequel elle a parlé. Et donc, je suis revenue dans cette primaire un peu par effraction. Tu vois, je suis revenue un peu par effraction pour dire, mais en fait, je suis encore là. C'est-à-dire que j'allais pas bien, donc je me suis mise en retrait pour ma santé, mais je suis encore là. Et les combats que je mène, je suis encore là. Et vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Et en fait, ça a été extrêmement mal pris par mon parti, qui au départ a eu vraiment un sentiment de rejet, et il l'a toujours d'ailleurs, je pense, un profond sentiment de rejet. Et ça explique ce que tu disais en introduction, qui est que la plupart des cadres ont soutenu Jadot plutôt que moi, même quand ils étaient en accord politique avec moi, parce qu'il y avait ce sentiment de rejet où ils se sentaient agressés par mon retour. Et en fait, ça, c'est un problème politique en soi. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'un parti et ses militants se sentent agressés par le retour d'une femme qui a parlé des violences sexuelles à l'intérieur du parti. Et quand bien même elle en fait un objet politique.
Je veux dire, c'est pas parce que j'en fais une revendication politique que pour autant je menace le parti ou que je suis agressive avec le parti. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout déconstruit politiquement. Et ça renvoie à la question précédente que tu me posais sur les catégories sociales de militance. C'est que, en fait, pour les femmes qui subissent des violences, ben nous, notre santé, c'est parfois plus facile de se mettre en retrait. Et en fait, on n'a jamais interrogé, dans l'affaire Baupin, par exemple, le fonctionnement du parti n'a jamais été interrogé. Il n'y a jamais eu de discussion politique pour dire comment ça se fait que pendant 18 ans, parce que non, pardon, c'était de 1998 à 2016. Donc, je sais pas combien de temps ça fait. Mais si, ça fait 18 ans. Pendant 18 ans, le mec a sévi dans le parti. Et il n'y a jamais eu de débat collectif à l'intérieur du parti pour savoir quoi, dans notre fonctionnement collectif, a favorisé ça. Et moi, j'ai toujours eu ce regret-là, et je l'ai encore aujourd'hui, et je me battrai jusqu'à ce qu'on ait cette discussion, parce que c'est trop facile de dire on soutient Sandrine ou on soutient Isabelle, machin, mais en fait, sans s'interroger sur les fonctionnements qui, en interne, favorisent ça. Et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le racisme ou sur le classisme ou sur le validisme, c'est qu'on a besoin d'interroger nos fonctionnements collectifs. Ouais, et je rebondis sur ça justement. On a l'impression que depuis quelques années, depuis 2017 en tout cas, les lignes ont bougé, que ce soit chez les écologistes ou plus largement dans une grande partie de la gauche. Mais finalement, si on voit des thématiques féministes émerger par-ci par-là, on voit des choses un peu être mises en place, on se dit des fois, est-ce que c'est pas juste cosmétique? Est-ce que vraiment en interne ça bouge? On a quand même vu là avec l'affaire Julien Bayou récemment, donc dans laquelle tu t'es aussi pas mal exprimé, qu'un homme sous le coup d'une procédure judiciaire pour harcèlement moral et abus de faiblesse auprès de son ex-compagne a failli être candidat pour les écologistes lors des législatives de 2024 et plus largement du coup pour le nouveau Front populaire. Est-ce que tu as l'impression qu'en termes de prévention, d'écoute, d'accompagnement, aujourd'hui c'est suffisant ce qui est mis en place? Tu y as un peu répondu, mais la sensation elle est que les victimes parlent, le MeToo a quand même fait pas mal bouger les lignes, et à l'intérieur des partis politiques, on nous fait une belle mise en scène devant les caméras. On accuse souvent les autres partis d'être le pire de ceci et de cela, mais en interne, les choses n'ont pas l'air d'être si spectaculaires que ça. Absolument, c'est absolument ça. Et l'affaire Bayou, elle montre nos dysfonctionnements internes encore parce que on s'en est remis à la justice, alors qu'on sait que la justice, déjà instruit très peu, condamne très peu. Mais là, en l'occurrence, c'était pas une question de justice, c'était profondément une question d'éthique politique. Et je m'en suis expliqué plusieurs fois, mais si Julien Bayou s'était pris en photo devant un jet privé en disant c'est mon jet, je viens de me l'acheter, il aurait été mis de côté, évidemment. Et pour autant, la justice autorise les personnes à posséder un jet. Tu vois, c'est pas interdit par la loi. Mais on l'aurait fait au nom des valeurs qui sont les nôtres. S'il s'était pris en photo devant une centrale nucléaire ou s'il avait vanté le nucléaire dans une interview, on aurait eu des sanctions en interne parce que c'est pas notre ligne. Et là, c'est comme si le fait qu'il se comporte comme ça avec des femmes plusieurs femmes ont témoigné. Il y a quand même 7 témoignages de femmes dans le reporter qui ont osé prendre la parole. C'était pas grave, c'était quelque chose de privé. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose, quoi. Et ça m'a vraiment extrêmement mise en colère. Et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire à l'intérieur du parti. Et surtout, aujourd'hui, la direction n'est pas claire sur cette affaire. Donc, elle a essayé de tenir une espèce d'entre-deux, mais il n'y a pas d'entre-deux sur les violences sexistes et sexuelles. C'est soit on a un discours clair vis-à-vis des victimes et on dit voilà, c'est notre ligne et voilà. À la limite, on pourrait aussi avoir l'autre ligne, de dire on défend Bayou, mais là, cet entre-deux, moi, je prendrais mes responsabilités dans ces cas-là. C'est-à-dire, si on dit on défend Bayou, voilà, c'est clairement, on n'a pas les mêmes valeurs, très bien. Mais en fait, de fait, ils défendent quand même un peu ce truc sans l'assumer, et ça, c'est quand même ce qu'il y a de pire, en fait. Et puis dans cette affaire, il y a aussi, on t'a aussi beaucoup tenu pour responsable. On t'a dans les médias, tu as été énormément montré du doigt, comme si tu avais jeté Bayou sous le bus, comme si tu étais une espèce d'inquisitrice, pour reprendre des mots que j'ai pu lire à droite à gauche, qui décidait comme ça pour, on ne sait pas trop pourquoi, faire un espèce de buzz, de parler de ces sujets-là, etc. Comment tu as vécu ce moment médiatique qui est en plus assez injuste, puisque en réalité, toi, tu parles après
que Bayou se soit exprimé dans les médias sur cette affaire, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'on avait envie de me décrédibiliser. Enfin, tu vois, il y avait une envie collective que je fasse la faute. Mmh. Parce que ça rassurait tout le monde. Parce que derrière, ça fragilisait le message de MeToo. Donc, on a attendu cette faute et on a cru la trouver dans la gestion de l'affaire Bayou, à part. Et mais il y a eu un traitement médiatique à charge, et alors vraiment à charge. Moi, je garde ici la chronique, par exemple, d'un François Morel sur France Inter, qui, après 8 autres chroniques sur l'affaire Bayou, comme s'il n'y avait que ça à gérer dans le monde actuellement, prend la parole pour dire sur une antenne France Inter, qui est une des plus écoutées le matin, dit il y a 3 dangers au monde, il y a Trump, Poutine et Rousseau, quoi. En fait, ça, c'est coupable de faire ça. Vraiment coupable, je le dis. C'est-à-dire que c'est pas vrai que je suis. Dans quel monde il vit pour que je sois aussi dangereuse que Trump et Poutine, en fait? Mmh. Et donc, on a voulu vraiment me faire taire, me décrédibiliser. Et ça marche en partie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne marche pas aussi en partie. Parce que hier, par exemple, dans la conférence où il y avait cette espèce de béret vert, là, eh bien, il y avait aussi des femmes, des féministes qui se sont mobilisées en masse pour venir et tout ça. Et en fait, derrière, même l'injustice du traitement médiatique a une dimension politique qui est comprise par les milieux militants. Et ce comparatif à Trump, il me rappelle une de l'Express où tu avais été mis en parallèle avec Éric Zemmour à l'époque. Je crois que c'était dans l'Express de mémoire, il y a quelques années de ça. Comment t'expliques qu'on te mette en parallèle comme ça avec des gens aussi, je veux dire, enfin, affreux et atroces que ces personnalités d'extrême droite qui défendent des idéologies mortifères, ultra-violentes, etc. Et comment t'expliques aussi que ce traitement, il te soit réservé à toi, spécifiquement, qui est à gauche, plutôt engagé très à gauche, mais on fait pas ça avec Philippe Poutou, par exemple, qui devrait incarner techniquement pour les journalistes de l'Express quelque chose de plus radical que tes positions. Pourquoi est-ce que spécifiquement Sandrine Rousseau, elle attire comme ça cette peur chez des journalistes, on va dire, un peu mou du cul? Peut-être parce que ça dit aussi que je suis dangereuse pour eux. C'est-à-dire que peut-être parce que ils savent au fond que ce que je porte n'est pas une espèce de lubie d'une personne, mais correspond à un mouvement social très profond, et qu'en fait ils essayent de l'arrêter comme ils mettraient des sparadraps sur une coque de bateau qui serait fissurée de partout, quoi. C'est-à-dire que là, le système de violence sexiste et sexuelle est vraiment en train de se fendre, d'éclater, je pense. Et du coup, ils essayent de me traiter comme ça pour empêcher que la mer monte. Mais la mer monte. La mer monte. Mhm. Ça, c'est un des trucs que je voudrais dire. C'est vraiment que je pense qu'on est en train de gagner. C'est difficile à entendre parce qu'évidemment, quand on voit Trump, Poutine, Orban, etc., on a peur, Le Pen, pareil. Mais on est en train de gagner. On est en train de gagner, vraiment, la société est en accord avec ce que l'on porte. Après, en face, il y a une forme de manipulation collective, une manipulation mentale, une manipulation journalistique, notamment je pense aux médias Bolloré qui font vraiment un travail, non pas de journalisme, mais d'influenceurs en fait, d'extrême droite. Donc bon voilà, ça existe, et peut-être que ça l'emportera. Je peux pas vous dire que c'est sûr à 100%, mais en tous les cas, ils utilisent. Enfin, Bolloré, faut mesurer tout l'argent qu'il met pour essayer de remporter la bataille culturelle. Il y a de ça 10 ans, il n'avait pas besoin de mettre cet argent. Et s'il est obligé aujourd'hui de dépenser cet argent, c'est précisément parce que notre bataille à nous, elle est en train de prendre. Et donc, il faut en avoir conscience, parce que il y a des fois où on se sent un peu écrasé par les discours d'extrême droite qu'on entend tout le temps. Mais soyons conscients de notre force, soyons conscientes de notre force. C'est comme ça aussi que nous gagnerons. Parce que le mouvement social, il est là. Regardez ce qui s'est passé pour le NFP. Le NFP, enfin moi, j'étais invitée sur les plateaux le soir des résultats de la dissolution, là.
Et vous savez, quand on est invité sur les plateaux télé, on a des sondages à 18h, à 19h, à 20h. À 18h, le premier sondage qui tombe, sorti des urnes, c'est le RN est en majorité absolue. À 19h, c'est il est en majorité relative. À 20h, c'est le NFP qui est en premier, qui arrive en tête. Et ça, il faut s'en souvenir de ça. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, alors l'extrême droite monte, je vous dis pas le contraire, mais on est devant, on est devant. Et si nous n'avons pas conscience de cette force, alors nous allons faire des bêtises. C'est pour ça que nous avons une responsabilité historique. La gauche, là, aujourd'hui, a une responsabilité historique. C'est de ne pas se laisser piéger par les pièges qui sont tendus précisément par cette manipulation d'extrême droite. Et juste, je rebondis du coup, puisque tu parles de la présidentielle et d'une gauche qui gagne, et tu parles du NFP. Est-ce que tu imagines pour la présidentielle une gauche unie qui irait main dans la main avec un candidat uni, etc. Et si oui, comment est-ce qu'on choisit ce candidat, puisque c'est une question qui secoue pas mal de monde en ce moment? Ben, dans l'analyse que je pose, il n'y a pas d'autre solution que l'union. Et c'est pas facile en ce moment parce que, en effet, l'aile droite du PS monte quand même en puissance et on sent bien que ça emporte derrière tout le PS. Et on sent aussi que du côté de LFI notamment, il y a une volonté de ne pas en rabattre. Et surtout l'interprétation que l'union serait une forme d'affaiblissement du discours. Donc en fait, il y a des espèces de forces comme ça centrifuges qui éloignent la gauche. Et surtout, on évite le débat de fond qui nous permettrait de nous sortir par le haut de cette affaire. C'est-à-dire, il faudrait que nous discutions entre nous de notre rapport au productivisme, de notre rapport à la croissance, au capitalisme, au racisme, à tout ce que vous voulez. Enfin, tous les sujets qui aujourd'hui ne sont pas abordés, à l'antisémitisme, tous les sujets qui ne sont pas abordés au fond devraient être abordés au fond et non pas par des petites phrases et des polémiques par médias interposés. Et ça, on ne fait pas ce travail de sorte qu'on ne se donne pas les moyens de réussir. Moi, le fait de ne pas faire ce travail, c'est de ne pas se donner les moyens de réussir. Et j'ai envie de vous dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis des gens. Les gens qui, aujourd'hui, peuvent voir leur vie complètement modifiée, complètement transformée parce que l'extrême droite arrivera au pouvoir. Je pense aux personnes LGBT, je pense aux personnes racisées, je pense aux personnes précaires. Ces personnes-là, leur vie peut du jour au lendemain être changée par l'arrivée du Rassemblement national. Et je voudrais vraiment qu'on ne les oublie pas, en fait. C'est pour eux que nous faisons de la politique. Alors oui, moi, si vous me posez la question à moi, Sandrine Rousseau, il y a des gens dans la gauche que j'aime pas trop, enfin, ou dont j'aime pas les idées spécifiquement. Je les trouve comme ci, comme ça, un peu molles, un peu machin. Bon, très bien. Mais pour ces gens-là, je suis prête à discuter avec les personnes dans la gauche avec lesquelles je me sens le moins en accord pour trouver une solution pour gagner. Mais C'est qu'est-ce ça, qu'on en fait? fait, que Une j'aimerais primaire, entendre, on en fait fait. comment? Comment on fait techniquement? Vous Moi, je pense qu'il imaginez n'y a pas quoi? d'autre solution que la primaire, mais on va avoir. Là, ça va être le festival des idées et la fête. Voilà, ça va être, je sais pas comment dire, mais le concours Lépine du processus. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution que la primaire. Il faut accepter de perdre dans une primaire, il faut accepter de gagner dans une primaire. Et je suis bien placée pour vous dire, c'est pas facile de perdre dans une primaire, mais en fait, là, c'est la seule solution qu'on aurait. Mais là, vous venez de vivre une primaire chez les Verts où on a bien vu que le processus, selon comment il est mis en place, peut favoriser une victoire qui n'est peut-être pas, je sais pas, en tout cas, je veux pas dire que voilà, mais vous l'avez vous-même, enfin, tu l'as toi-même dit dans une interview à l'UMA que le process de la primaire chez les écologistes là récemment était en tout cas, à ton sens, n'a pas favorisé le maximum de démocratie possible. Et c'est toujours ça qui fait peur avec ces primaires. On ne sait pas comment les faire, on ne sait pas comment garantir que les gens qui vont voter sont vraiment les électeurs et les électrices de la gauche.
Et puis aussi, est-ce que c'est pas quelque chose qui favorise à chaque fois la victoire de quelqu'un de très mou? J'ai parlé de Jadot, face à toi, voilà, primaire écologiste, Jadot qui gagne. Résultat présidentiel, je sais même plus combien, enfin, un score voilà, sans panache, ni prestige, etc. Est-ce que à la fin, c'est pas quelque chose qui condamne un peu la gauche? Moi, j'entends l'idée d'union, mais je vois aussi un peu comment on parlait de reproduction, comment ça va reproduire les mêmes mécanismes, comment ça va donner des accès, par exemple, qui seront pas les mêmes aux médias. Toi, quand tu as fait ta primaire face à Jadot, tu n'avais pas les mêmes accès aux médias que lui. C'était totalement et profondément injuste. Ça, j'en garde un souvenir assez fort. Et je pense que voilà, ça finirait par favoriser des candidatures qui seraient les candidatures en fait, les plus ordinaires possibles. Et est-ce qu'on n'y perdrait pas justement l'essence de la gauche qui est d'être dans la rupture? Moi, j'ai envie de te dire, à tout perdre, on peut tout perdre, hein, tu vois, aussi. Donc, là, et je suis pas complètement d'accord avec ton Ouais, vas-y, hein, si t'es analyse. pas d'accord, vas-y, t'es plus dans le jeu que moi, hein, donc ça m'intéresse. Hein. C'est vrai que moi, j'ai perdu la primaire à 1000 voix. euh, Et oui, ça peut favoriser des candidats plus consensuels. Mais c'est pas toujours le cas non plus. Regarde Fillon, par exemple. Fillon, il est issu d'une primaire sur la droite, hein, et c'était pas le plus consensuel, quoi. C'était Juppé le plus consensuel. Après, Donc, les primaires des Républicains sur la méthode, je me méfie toujours quand même. oui, mais on parle souvent des primaires qui fonctionnent pas parce que ça arrange tout le monde, mais il y a aussi des primaires qui ont donné un candidat. Fillon, tu vois, Fillon, moi c'est pas ma cam, mais Fillon, il était pas consensuel, il était vraiment très de droite, hein, il y a pas de doute, et il est quand même arrivé troisième, alors qu'il a eu des affaires aux fesses pendant toute la campagne. Donc je veux dire, c'est pas vrai que ça marche pas. Et puis si tu regardes Hollande, alors Hollande c'est pas ma cam non plus, mais Hollande il est issu d'une primaire et il a réussi à être président de la République. Donc en fait, tu vois, il y a plein de raisons pour refuser une primaire. Et toutes ces raisons, je les entends. Mais à un moment, c'est comme la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Comment on fait, quoi? Je préfère que ce soit un comité des sages qui décide dans un conclave, moi pas. Je préfère que ce soit le peuple qui décide. Tu préfères que ce soit la désignation à l'intérieur des partis, compte tenu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les phénomènes de reproduction à l'intérieur des partis? Je suis pas Ouais, pour. je suis d'accord. Et en fait, oui, c'est pas idéal. La primaire, elle est pas idéale. Mais en fait, moi, je connais pas de meilleur système à ce jour. Non, je trouve ça assez convaincant. Moi, j'ai des réserves sur la primaire que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai autant de réserves sur le système interne au parti, où justement j'ai un problème avec les candidatures que ça fait émerger. Et pour rester sur le sujet, mais pivoter un peu, du coup, tu parlais aussi des médias tout à l'heure. Tu parlais de Bolloré, on pourrait parler de Pierre-Édouard Stérin, on pourrait parler de cette ingérence de milliardaires d'extrême droite aujourd'hui dans la politique. Et je me demandais, en fait, est-ce que tu crois pas qu'il y aurait quelque chose à faire en amont de 2027 pour réfléchir à, enfin, ce sera peut-être trop court, mais qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue des règles électorales pour poser la question de la présence de ces milliardaires, de leur argent dans ces campagnes-là? Normalement, les fonds de campagne sont plafonnés. Normalement, les partis ne sont pas censés avoir des 20, je sais plus combien c'est le plan de Pierre-Édouard Stérin, 120 millions prévus sur 5 ans pour faire gagner l'extrême droite ou les droites, quoi que ça veuille dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose du point de vue législatif à mettre en place pour dire, attendez, à un moment donné, c'est de l'ingérence dans la campagne et c'est en train de pourrir le jeu démocratique? Bah si, bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais pour ça, il faut qu'on ait une majorité, mais il faut qu'on mène la bataille au moins. Si, bien sûr, il faut qu'on le fasse urgemment même, en fait. Mais qu'est-ce Même qu'on moi, tu vois, fait? je me Qu'est-ce mets qu'on pas fait? C'est ça dessus, ma donc question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une loi à faire passer? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que vous imagineriez, vous, chez les écologistes? on a essayé de réguler les médias là avec la commission d'enquête sur les canaux de la TNT, c'était quand même pas simple. Mais surtout, pour moi, il y a eu des débats sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, par exemple. Twitter, aujourd'hui, on sait par qui il est tenu, tu vois. On peut pas faire semblant de pas savoir, quoi. Hmm. Et pour autant, l'essentiel des politiques y sont encore. Et donc, donne de l'importance à ce réseau.
en étant là-bas. TikTok, on sait ce que ça donne. Tout ça, en fait, n'est pas régulé. C'est-à-dire que donc il y a les réseaux sociaux qu'on pourrait davantage réguler, mais et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté européenne de le faire, parce que c'est au niveau européen que ça peut se faire, c'est pas tant au niveau français, parce qu'ils peuvent sinon mettre depuis d'autres pays européens. Et puis après, il y a la question des milliardaires et des médias, et il y a quand même un truc, concentration des pouvoirs qu'il faudrait interroger dans une loi, ça c'est sûr. Ouais, quand on voit un plan comme Périclès, enfin, le Ouais, type ouais, sur ouais. ce terrain sort chez nous, on nous dit, enfin, rien de complotiste là-dedans, hein, les enquêtes de l'UMA, très carré, on a les dossiers, etc. On nous dit 120 millions d'euros. Le mec n'y même pas d'ailleurs, hein. Et pour faire gagner des candidats, on se dit, bon, là, c'est quand même, ça déséquilibre le jeu démocratique. Enfin, moi, je trouve ça assez inquiétant. Et du coup, ça me pose aussi une autre question, c'est comment est-ce qu'on va à la bataille à gauche en face de ça? Sachant qu'on part avec 100 fois moins de moyens de se faire entendre que ces représentants donc de l'extrême droite qui aujourd'hui ont l'argent, les médias, etc. de leur côté. Bah, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui, ça peut ne pas passer par les médias. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que, tu vois, si tu regardes les audiences des télévisions, elles ont quand même énormément baissé. Et les jeunes ne vont plus du tout sur les télévisions classiques. Donc c'est ce que tu fais toi par tes Twitch, c'est des, des médias comme Blast par exemple, qui a quand même un succès qu'il faut regarder de près parce que c'est intéressant quand même d'analyser ce qui se passe. Et en fait, moi j'ai le sentiment que aujourd'hui, ça se passe aussi par les réseaux militants, tu vois, dans Extinction Rébellion, dans les soulèvements de la Terre, il y a une éducation populaire extrêmement forte qui est faite. Les soulèvements de la Terre, c'est un, un endroit de militance où il y a énormément de monde, où il y a beaucoup d'éducation populaire, où il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un militantisme de terrain qui se met en place. Et ça, je pense que c'est en train de grandir de manière très importante. Donc oui, ils tiennent les médias, mais précisément parce qu'ils tiennent les médias, la société qui n'est pas en accord, la partie de la société qui n'est pas en accord avec ça, elle est en train de fuir et de trouver des solutions parallèles, quoi, Franchement, alternatives. je suis assez d'accord. Ouais. Je trouve que ça change pas mal les choses. Et puis bon, bah, je prêche mon église, mais moi je crois quoi sur Internet, on va faire des choses intéressantes. Je voudrais revenir vite fait sur la question des VSS, sur une dernière question, mais qui me semble importante. Tu as récemment présidé une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le monde de la culture, la commission dite Godrej, qui a donné lieu à de très nombreuses auditions, 350 auditions pour 118 heures au total. Donc un travail colossal qui a permis pour une fois qu'on entende la parole des nombreuses victimes qui sont malheureusement trop souvent invisibilisées dans ces affaires où les agresseurs sont des célébrités et où on préfère parler de Pardieu ou je ne sais qui plutôt que des personnes qui ont subi leur violence. Ça a conduit à la diffusion de nombreux témoignages absolument bouleversants et terrifiants qui montrent un système qui non seulement favorise les violences mais fait aussi tout pour les dissimuler, quitte à broyer les victimes pour protéger les bourreaux. Un système féodal, pour reprendre les mots de Judith Godrèche. Qu'est-ce que tu retires, toi, de cette commission? J'imagine que c'est quand même une victoire d'avoir participé à ouvrir la parole dans un milieu aussi cloisonné que le monde de la culture, et en même temps, face à la violence des témoignages, qui est vraiment effrayante, face à la peur exprimée aussi par les victimes, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de vertige face à l'ampleur de la tâche à accomplir pour vraiment changer les choses? Il y a un sentiment de vertige, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça rejoint tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est que tu as deux manières de voir les choses. Oui, tu as un sentiment de vertige parce qu'il y a un caractère systémique des violences, parce qu'elles sont énormes, parce que Depardieu est en train de tourner un film, parce que Coué est encore à l'antenne et on va y revenir, et parce que Morandini y est encore. Donc ça, évidemment, tu as un sentiment de vertige avec ça, et Bedos était à quelle époque? Ouais. Voilà, donc ça c'est sûr, tu as un sentiment de vertige. Et en même temps, tu as un autre aspect qui est qu'on est le premier pays à s'emparer de ça par une commission d'enquête, c'est-à-dire il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Euh,
a aussi la série Netflix sur Bertrand Cantat qui revient sur les manquements. Le fait que Coué revienne génère quand même énormément de contestations. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'avancée d'un mouvement social comme celui du féminisme ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas une avancée linéaire, tu vois, c'est pas une autoroute où tu avances comme ça. Tu as des avancées, des reculs, tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus chaotique en fait, c'est beaucoup plus tortueux en fait comme processus. Mais moi, ce qui me fascine avec le mouvement MeToo, c'est que à chaque fois, on pense que c'est fini. Tu vois, ça y est, on a fait la commission d'enquête, puis c'est fini. Judith Godrèche, elle avait parlé, puis c'est fini. Adèle Haenel, avant, elle avait parlé, puis c'est fini. Et en fait, ça n'est jamais fini. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens pour le reprendre. Et si c'est pas dans le cinéma, bah, ça va monter sur Betaram et l'enseignement, privé et public. Puis quand ce sera plus l'enseignement, bah, ça se trouve, ça va tomber sur le porno parce qu'il va y avoir un gros procès type Pellico, mais x100 pour le French Bukkake. Et donc, en fait, tu vois, Pellico, par exemple, le procès Pellico, personne n'aurait pu imaginer que ça fasse ce que ça a fait. Donc, et c'est en ça que je te dis qu'on est en train de gagner, c'est que pour que Pellico fasse autant de bruit, le procès Pellico, c'est qu'il y a dans la société un mouvement très fort et très puissant de changement de mentalité sur les violences sexistes et sexuelles. Et en fait, c'est pour ça qu'on arrive que tous ceux qui voudraient éteindre le mouvement MeToo, l'arrêter, le décrédibiliser, le ridiculiser, n'y arrivent pas. N'y arrivent pas. Alors oui, dans le monde de la culture, les violences sont systémiques. Elles sont sans doute plus importantes qu'ailleurs, ou du moins moins régulées qu'ailleurs. Mais c'est aussi la première commission d'enquête, mais c'est aussi le moment où quelque chose est en train d'émerger. Donc voilà, oui, c'est tortueux, oui. Et on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas, et c'est normal parce que ça nous donne de l'énergie aussi pour nous battre. Mais il est aussi important qu'on regarde tout ce qu'on a réussi à faire. Parce que Ouais, c'est aussi une manière de se faire du bien aussi, de se dire, mais tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et ça permet de faire avancer. Pas aussi vite, pas aussi facilement qu'on le pense, mais ça permet de faire avancer. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que tu vois, des fois, moi, je suis un peu cette personne négative qui se dit ah la vache, Darmanin, il est encore ministre, ah la vache, comme tu dis, Coé ou Morandini sont encore à l'antenne, Depardieu sort un film et tourne encore un film. Et en même temps, c'est vrai que vu comme tu le tournes, dans un sens, c'est si je m'en rends compte. Et si aujourd'hui je le perçois, ça veut dire que c'est Exactement. devenu une anormalité. Ça veut dire que dans le Exactement. monde dans lequel je suis, c'est sorti de la norme ordinaire. Avant, c'était complètement normal de diffuser le dernier tango à Paris à la Cinémathèque et personne n'aurait dit non, on n'est pas d'accord ou les vieux James Bond ou ce genre de truc. Aujourd'hui, il y a un discours sur ça et tout et qui montre que le combat fonctionne et que ça fait émerger des voix. Donc ça, moi, je suis assez d'accord. Reste la question toujours qu'on se pose, c'est concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Par exemple, en prenant le cas du cinéma. Je sais qu'avec la commission d'enquête, il y a des préconisations, etc. Est-ce que tu crois vraiment que ces préconisations, elles vont être suivies? Comment est-ce qu'on assure le... Tu vois, par exemple, après avoir eu autant de témoignages, autant de personnes qui parlent de choses aussi graves, enfin, vous faites avec... j'ai oublié le nom de la personne avec qui tu as fait... Enfin, Juan Balanon. voilà, c'est Juan ça, Balanon. vous avez co-rédigé les préconisations. Il y a ces 80 préconisations, mais comment est-ce qu'on s'assure derrière qu'il y a un vrai suivi derrière et que tu vois, que ça va continuer à aller dans le bon sens et que ce ne sera pas juste lettre morte? Euh, Enfin, le rapport, il peut donner lieu à trois choses. Dans les préconisations, il y a des politiques publiques, donc ça dépend du ministère de la Culture, de comment ça va être approprié ou pas. Après, il y a la loi, et ça, nous, on va continuer à pousser le rapport en le transformant en une proposition de loi. Et puis, il y a cette révolution culturelle, cette révolution des mentalités, plus que révolution culturelle, parce que c'est connoté révolution culturelle, mais révolution des mentalités à mettre en place. Et ça, elle est en cours. Et en fait, tout ça s'entretient. Et je dois dire qu'il y a quand même des politiques publiques intéressantes. Hein. Il y a des préventions sur les tournages, il y a des formations sur les tournages, il y a des trucs qui existent. Et j'ai envie de te dire que c'est pas grave si on ne sait pas comment il va être approprié. C'est-à-dire que peut-être que ça prendra pas le chemin qu'on avait prévu que ça prenne.
bah, tant pis et tant mieux. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il prendra un autre chemin. Ce rapport, il existe et Mmh. personne ne peut dire que ça n'a pas existé. Il existe ce rapport. Il fait 1000 pages, il existe et donc il vivra sa vie d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut pas non plus vouloir tout contrôler. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose de l'époque que l'on vit, qui est une forme de transformation de la grammaire politique. C'est qu'avant, la grammaire politique, elle était vraiment sur on a des partis, on fait des manifestations, on compte le nombre de personnes qui sont dans la rue, puis on transforme comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la grammaire politique est en train de changer complètement et que c'est quelque chose de très fluide, de très vaporeux, en fait, qui est en train de se passer, qui n'est pas appropriable, qui n'est pas contrôlable. Et c'est ça qui en fait sa force aujourd'hui. Et ce Mmh. rapport fera son effet comme ça, comme le reste. Bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Et on m'engueule un peu dans le chat en me disant, «Parle plus d'écologie». Alors on va faire un demi-tour vers l'écologie quand même. En 2017, l'ONG britannique Carbon Disclosure Project a démontré que 100 multinationales émettaient 70 de l'effet de serre mondial. On sait aussi que les 50 milliardaires les plus riches du monde polluent, autant que 1,3 milliard de personnes et que selon des recherches menées par l'Institut de l'environnement de Stockholm, les 1 les plus riches émettent autant de CO2 que les 2 tiers de l'humanité. Et pourtant, pour la plupart des gens, l'écologie, on a l'impression que ça se résume à une écologie du petit geste, de l'éco-geste individuel pour réduire son empreinte carbone pendant que Total et BP rasent la planète. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faillite des écologistes dans le fait de ne pas avoir lié écologie et lutte contre le capitalisme? À savoir que d'un côté, ça fait que politiquement, on a des personnes qui ne s'opposent pas vraiment aux principaux acteurs de la destruction du vivant, et de l'autre, ça finit par créer une écologie assez culpabilisante qui ne préconise qu'un espèce de développement personnel écologique accessible finalement uniquement aux plus aisés. Alors, oui et non. Pour moi, enfin, oui, au sens où il n'y a pas d'écologie sans lutte anticapitaliste, lutte contre le capital, la concentration du capital et la richesse produite par le capital. Ça, c'est un travail, je l'ai dit tout à l'heure, depuis ma thèse, en fait. Hein. C'est-à-dire que le capitalisme se nourrit. C'est Marx qui dit ça dans une lettre adressée à Engels. Le travail est le père de toute richesse, mais la nature en est la mère. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de richesse économique dans notre monde capitaliste s'il n'y a pas une exploitation des travailleurs et une exploitation de l'environnement. Et donc, il n'y a pas. Et si vous supprimez l'exploitation des travailleurs et si vous supprimez l'exploitation de l'environnement, il n'y a même plus de capitalisme, en fait, ça n'existe plus. Donc, je veux dire, un système capitaliste respectueux, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est évident. Maintenant, j'étais pas complètement d'accord avec toi sur le fait que les gestes individuels, c'est du développement personnel, etc. Parce que je pense que si on veut réussir à modifier en profondeur les choses, il faut aussi s'interroger nos propres pratiques individuelles. Et quand je dis ça, c'est pas être culpabilisant vis-à-vis de nos pratiques individuelles, mais on doit quand même les interroger en regard de leur impact sur l'environnement, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, de ce qui est facile pour nous à faire ou difficile à faire. Et en fait, c'est trop facile de s'en remettre toujours à la lutte anticapitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a un truc où on remet à deux mains quelque chose où on a une part quand même d'action possible aujourd'hui. Et, et là, on est dans une situation catastrophique sur le plan du climat. Et donc, on a aussi besoin, nous, d'interroger nos propres comportements. Tu vois, ce qui s'est passé autour du barbecue et de la viande, c'est anormal. Parce que moi, je disais juste qu'il fallait qu'on diminue notre consommation de viande et qu'on devait du coup s'interroger sur pourquoi on mangeait de la viande, quelles étaient les représentations qu'on avait autour de la viande. Et la viande, on peut diminuer notre consommation de viande. Les études montrent qu'il faudrait qu'on la diminue de 80% à peu près. On peut diminuer notre consommation de viande, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit rural ou urbain, qu'on soit en situation de handicap ou valide. Enfin, tu vois, en fait, on peut la diminuer quoi qu'il se passe, quoi. Et en fait, le fait qu'on refuse ça, pour moi, ça dit aussi qu'on n'est pas complètement prêt. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tu vois, moi, la polémique autour du barbecue, elle m'a enseigné un truc, c'est que qu'est-ce que j'ai dérangé chez vous en disant ça? Vous n'étiez pas prêt à modifier.
Ouais, c'est la même chose que sur les violences sexuelles. C'est-à-dire, on me déteste, tu m'as dit ça tout à l'heure, mais parce que je dérange des choses très intimes, en fait, chez les gens. Lors d'un impensé et d'un confort aussi, d'une certaine manière. Et moi, je viens vous dire, mais en fait, c'est trop facile de remettre la responsabilité sur les autres. On a tous une responsabilité. On a tous une responsabilité dans le système raciste, on a tous une responsabilité dans le système social, on a tous une responsabilité dans le système de violence sexuelle et dans la situation planétaire. Et en fait, voilà, c'est trop facile de s'en remettre à d'autres. Quand bien même on est pauvre en France, tu vois. Quand bien Non, mais même on est pauvre. l'éco-geste, c'est quand même quelque chose qui est très instrumentalisé, même par la Macronie, même par Total. Hein. Total, sur son site internet, a toute une partie consacrée aux éco-gestes et à comment changer la planète comme ça par un petit colibri, une petite goutte à la fois. Et moi, ma sensation avec ça, c'est que oui, pour remettre en cause nos pratiques culturelles, oui, pour réfléchir à la manière dont on a structuré nos représentations. Par exemple, le barbecue, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on touche à un univers symbolique et culturel tellement fort et tellement incorporé par les gens qu'effectivement, ils savent pas dire pourquoi, mais tout de suite, c'est une espèce de réaction très viscérale, en fait, qui vient s'exprimer, qui touche pas à l'envie de manger de la viande. Mais juste pour terminer, juste, j'ai l'impression que à un moment donné, on peut pas disperser les forces dans tous les sens. Et il y a une grande partie du discours qui est ce discours sur le capitalisme, le problème structurel, etc. et tout, qu'on n'entend pas. Et par contre, l'éco-geste, le petit geste, on l'entend partout. Et finalement, bah, ça donne l'impression aux gens que si tu veux faire de l'écologie, transforme entièrement ton mode de vie. Seulement, on a un rapport qui est sorti cette année, qui avait été commandé par les macronistes, hein, où ils ont un économiste là, qui s'est exprimé, donc très libéral, et qui constatait lui-même que pour une famille de classe moyenne, faire les changements nécessaires à devenir écolo, on pourrait dire, ça représentait 1 an de salaire plein. Pour une famille de classe moyenne. Donc on se dit à ce moment-là, il y a un problème dans ce qu'on demande aux gens, et est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de disperser la force vive politique dans une direction qui est en fait à la fois inaccessible et en même temps dépolitisante. Donc le rapport dont tu fais mention, c'est Pisani-Ferry-Mahfouz. Mahfouz-Pisani-Ferry. Ce rapport dit en effet que pour changer, pour être neutre sur le plan du carbone, il faudrait 1 an de salaire pour une classe moyenne, mais ça comprend l'isolation de la maison, le changement de la voiture, le fait de changer totalement de comportement. C'est pour ça qu'on a besoin de politique publique. Quand je te dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de politique publique. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à la dynamique d'accumulation de richesses capitalistes. Mais je trouve que c'est aussi trop facile de le remettre que sur un truc extérieur. Et oui, tu as raison sur le fait que des Total, etc., instrumentalisent ça en disant pipi sous votre douche et ça va aller, quoi, pour résumer. Mais je trouve qu'à gauche, on a aussi le défaut inverse qui est de ne pas s'interroger, nous, sur notre responsabilité dans l'affaire. Et en fait, c'est les deux ensemble qui créent la force. C'est-à-dire à la fois la critique capitaliste, la critique des inégalités, l'articulation des rapports sociaux et de la dimension écologique, et les comportements individuels. Et en fait, c'est l'articulation de ça qui fait un système qu'on est en capacité de basculer. Parce que si on attend le grand soir, en réalité, tu vois, on remet à plus tard quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui, quoi. Donc, les comportements individuels ne suffisent pas. Ils ne suffiront jamais. Jamais. Et c'est aussi parce que les comportements individuels auront changé qu'on arrivera à changer à encadrer l'activité des grandes entreprises, voire à les faire tomber. Mais, et à enfermer Pouyanné pour écocide, parce que Pouyanné mériterait d'être en prison pour écocide. Mais voilà, mais moi, ça, c'est ces discours moi, qui me manquent, tu vois, je trouve, quand j'entends parler, pas toi spécifiquement, mais certains ou certaines représentantes du mouvement écologique, où je parle, tu vois, c'est cette question des criminels climatiques, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu et pourquoi on en parle si peu médiatiquement, alors que justement, je pense que c'est une autre manière de penser la question climatique, et au lieu de renvoyer ça, j'entends ce que tu dis hein, sur le fait qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser tout le monde, mais en arriver à un truc aussi où pour mobiliser les gens, on leur dit aussi, mais attendez, il y a les gens là, il y a des gens, ils sont en train de vous empoisonner, il y a des gens, ils sont en train de vous tuer, il y a des gens, ils sont en train de foutre de la merde dans votre bouffe, dans l'air, dans tout ce qui vous entoure, et ces gens-là, on les a identifiés, on sait qui c'est, on
sait à quelles entreprises ils sont rattachés, etc. etc. Ces gens-là, il faudrait les nommer. Et c'est tout ça que j'ai encore du mal à cerner dans le discours écologique dominant aujourd'hui. Ce Mais tu côté, vois, on si on nomme regarde pas, par etc. exemple, et tout. Pardon? mais si on regarde, tu vois, par exemple, l'exemple de la cigarette, parce que pour moi, c'est un truc qui est assez intéressant, la cigarette. Parce que la cigarette, ça a articulé des comportements individuels de fumer et des intérêts capitalistes premiers qui étaient les majors de production de cigarettes. C'est parce qu'il y a eu à la fois un encadrement de ces entreprises vendant des cigarettes, donc les publicités, l'interdiction de vendre, les fumetues, etc. Et des changements de comportement individuels qu'on a réussi à faire reculer la consommation de cigarettes. Tu vois. Et en fait, c'est ça aussi sur l'écologie, c'est qu'il faut réussir à faire les deux. Mmh. Et on ne peut pas le faire que d'un côté. C'est-à-dire, si tu avais fait que l'encadrement des majors de la cigarette, en fait, tu n'aurais pas réussi à faire vraiment reculer la consommation. Et c'est trop facile de dire uniquement il faut faire une taxe pour les majors de la cigarette. Il faut aussi que les gens soient sensibilisés sur le fait que prendre une cigarette, c'est mettre sa santé en danger. Mais je trouve pas que Tu vois chez ce que vous, je veux chez dire? les écologistes, il faudrait renforcer peut-être le deuxième versant actuellement et Oui, aller un peu mais plus absolument, sur le mais criminel absolument. écologiste, tout ça, un peu, tu vois. Absolument, mais c'est pour ça que moi j'essaye d'articuler les deux. Mais tu vois bien aussi, le congrès en a été l'illustration, que c'est pas simple, quoi. Mmh. Donc voilà. Et pour continuer sur ça, moi, il y a un truc, ben, en tant que spécialiste de l'extrême droite, que j'ai pas mal constaté, c'est que ce positionnement sur justement une écologie politique plutôt individualiste, il a été pas mal instrumentalisé aussi par vos ennemis politiques, et notamment par le RN, qui s'est emparé justement d'un sentiment de rejet provoqué par une espèce d'écologie mainstream, dont je pense pas que tu sois la représentante, mais dont je crois que certaines personnes de ton parti le sont. Yannick Jadot, pour ne pas le citer, par exemple. Donc cette écologie mainstream assez culpabilisante, fondée sur un style de vie, qu'on pourrait plus rattacher à des classes moyennes supérieures justement qu'à tout le monde. Une écologie qui donne, par exemple une écologie qui dit oui, il faut aller au travail à vélo, des trucs comme ça, enfin qui sont un peu décorrélés parfois de la réalité des classes populaires, surtout en zone rurale ou quoi. Et une écologie qui donne l'impression de remettre en cause le mode de vie des classes populaires et de demander encore à ceux qui ont le moins de faire le plus. Et c'est quelque chose que l'extrême droite a très bien compris, a développé ces dernières années. Autour de ça, un discours qui se met justement en contre, un discours démagogique et populiste sur une écologie identitaire qui promet aussi de protéger le mode de vie des gens. Je cite le programme écologique de Marine Le Pen en 2022. Elle avait, il était écrit « Nos libertés ne seront pas sacrifiées au nom d'une écologie dévoyée. Les Français pourront continuer à sortir leur famille en voiture, à prendre des bains chauds, à apprécier le feu de bois dans la cheminée et à fêter Noël. Nous devons adapter notre mode de vie, pas l'abandonner. » Tout ça autour de promesses d'une nouvelle écologie et d'une protection du territoire. Comment est-ce que chez les écologistes, vous pensez contrer justement ce genre de discours qui, en réalité, se construit en miroir du vôtre? Oui, mais comme le discours raciste du RN se construit en miroir des droits et libertés que nous défendons, et de l'égalité que nous défendons, comme leur discours masculiniste se construit aussi en miroir d'un discours féministe que l'on peut poser. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, l'écologie aujourd'hui est devenue, et peut-être qu'on peut s'en réjouir d'une certaine manière, est devenue un lieu de combat politique, ce qu'elle n'était pas jusqu'à présent. Et ça dit aussi quelque chose de l'ordre de cette bataille culturelle dont je parle depuis le début. C'est-à-dire que euh, euh, pour moi, l'extrême droite, là, est obligée de s'emparer de thèmes dont elle ne s'emparait pas avant. Typiquement, l'écologie, il n'y avait personne qui en parlait à l'extrême droite. Et évidemment, ils construisent un contre-discours, mais c'est aussi en réaction à quelque chose qu'on a réussi à porter dans le débat public. Et ça dit aussi les fractures qui sont aujourd'hui les nôtres, et au-delà des... je trouve qu'en fait, pour le dire autrement, j'ai l'impression que la politique des années 80, 90, 2000, 2010, c'était une politique des petites mesures, tu vois. C'est-à-dire, c'était on va vous faire un prêt, on va subventionner un prêt pour que vous achetiez votre maison ou un truc comme ça, tu vois. Et là, maintenant, c'est vraiment projet de société contre projet de société, en fait. C'est-à-dire que Mmh.
on a monté d'un cran, d'une certaine manière, le niveau de débat politique. Et ce qui s'oppose, c'est un projet de société. Là où je trouve que la gauche n'est pas suffisamment avancée, c'est que notre projet de société, il apparaît pas si clairement que ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le définir aussi clairement que ça, alors que le projet de société de l'extrême droite, il est facile, c'était mieux avant. Tu vois, c'est les années 70 et 80 et retour en arrière. Alors que le nôtre, il est plus difficile à dessiner. Et moi, j'aimerais beaucoup que pour 2027, quelle que soit la candidature qui soit retenue, on fasse appel, par exemple, à des artistes, à des slameurs, des poètes, des peintres, des poétesses, des slameuses, évidemment, des cinéastes, enfin, tu vois, qu'on arrive à mettre en image, à mettre en mots, à mettre en son le projet de société qu'on porte. Parce que je trouve que pour l'instant, il n'est pas assez perceptible pour emporter la donne, quoi. Ouais, en vrai, on aurait, à gauche, un manque de désirabilité au final du modèle. Oui, C'est-à-dire que quelque chose qui serait toujours en contre de, la catastrophe néolibérale, de la catastrophe, de la montée de l'extrême droite et d'un fascisme mortifère et en même temps quelque chose qui n'arrive pas à porter une promesse qui puisse être aussi, rassurante et confortable que le bain chaud et le feu de bois de Marine Le Pen pour la citer, là. exactement. Et ouais et comment on fait justement? Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de porter, toi, aujourd'hui, dans ton discours? J'ai vu que tu mettais du positif, par exemple, autour de MeToo, et cetera. Est-ce que c'est quelque chose auquel stratégiquement, tu réfléchis, dans ce que tu portes comme message politique en ce moment? Oui, parce que oui, oui, c'est ce que j'essaye de faire. Après, il nous manque quand même encore des choses. Tu vois, par exemple, il y a très peu de séries, il y a très peu de films qui donnent à voir un monde antispéciste, antivalidiste, Alors ça commence, hein, mais voilà, un monde décroissant, sobre. Il y en a trop peu. C'est-à-dire trop peu de livres qui décrivent ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est trop peu. Il y a trop peu de chansons qui chantent un monde comme ça. Donc les chansons à gauche, par exemple, elles chantent beaucoup, elles mettent beaucoup en musique la lutte. Ça, il y en a plein. Mais des chansons qui permettent de donner à voir un autre monde, ça, c'est plus difficile. Donc moi, c'est tout ça que j'aimerais réussir à mettre en mouvement. Non, je suis assez d'accord, c'est un constat qu'on a souvent fait, ici. Juste comme ça, au hasard, tu as une chanson à laquelle tu penses des fois, où tu te dis: «Tiens, ça, c'est la chanson, qui me met, du baume au cœur» et que toi, tu relis, peut-être à ton engagement? Ah, moi, j'écoute des chansons qui sont très liées à mon militantisme. C'est-à-dire quand je rentre sur un plateau, je mets à Will Survive à fond dans mes oreilles. Mais il y a une chanson, je trouve, qui est intéressante, c'est Imagine. Alors, c'est un peu vieux, vous êtes jeune, c'est tout. Moi, je suis plus vieille, mais Imagine, je trouve que c'est une chanson qu'on devrait réécouter beaucoup plus aujourd'hui parce que c'est une chanson des années 70. C'est une chanson qui disait justement imagine le monde à venir, quoi. Imagine un monde sans les discriminations, imagine un monde. Et elle invitait les gens à imaginer. Et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est inviter les gens, les pousser à imaginer. Et du coup, à créer par eux-mêmes aussi quelque chose du monde d'après, tu vois. Et ça, que les mettre uniquement dans une position de lutte, c'est à la fois indispensable, mais c'est aussi dire qu'en fait, on s'en remet à d'autres. C'est-à-dire qu'on s'en remet à des syndicats pour la lutte sur les retraites, on s'en remet à des politiques, on s'en remet à des... Alors que dire imagine le monde d'après, c'est aussi donner du pouvoir aux gens et leur donner une place dans les processus politiques. C'est-à-dire leur dire, bah, ta créativité, ton imagination, bah, en fait, elle a une place dans notre processus politique parce qu'elle va nous aider aussi à dessiner le monde d'après. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'écoféminisme, parce que l'écoféminisme, dans les années 70, a vraiment renouvelé la grammaire politique, l'esthétique politique. C'est-à-dire que les femmes écoféministes, elles dansaient nues, par exemple, sur des ogives nucléaires. Alors, ça paraissait complètement ridicule, mais en fait, ça voulait dire que tout
Une femme, elle pouvait, si elle le voulait, aller le soir et le faire, tu vois? Il y avait pas en fait, tu avais pas besoin de mot d'ordre, tu avais pas besoin de tract, tu avais pas besoin en fait, tu enlevais ton t-shirt, tu y allais, quoi. Et ça, Mmh. c'est très fort parce que ça donne à chacune et à chacun part de non seulement une place, mais une part dans la transformation du monde, un rôle dans la transformation du monde. Et je trouve que c'est ça qui nous manque à gauche. C'est qu'on s'en remet beaucoup à des mots d'ordre, on s'en remet beaucoup à des alliances ou pas des alliances, mais en fait, on ne donne pas suffisamment au peuple de gauche, au peuple écologiste, au peuple féministe, antiraciste, etc., la capacité à être une part de ce mouvement-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Ça me paraît assez clair et ça me fait penser à quelque chose, c'est que, enfin, tu vois, moi, je travaille pas mal sur des trucs vraiment badants, où, bah, tu vois, je travaillais en immersion et en infiltration dans des milieux hyper violents et tout et ça peut rendre cynique, tu vois, d'être autant confronté à la noirceur du monde et au tout le temps au Ouais, pire et finalement, en contre de ça, je trouve que retrouver une naïveté, quelque chose qui pourrait être moqué, tu sais, bah, justement, j'aime bien l'exemple d'Imagine de John Lennon, quoi. Quelque chose de simple, en fait, qui dit: «Mais vas-y, ouais, prends 5 minutes, assis-toi, imagine un monde où ça va, tu vois? exactement. Bah, je crois que c'est là Exactement. peut-être parfois le meilleur remède à cette violence et à cette brutalité, d'autant plus quand on est comme, nous, bah, je pense fondé sur, les faits, la vérification des faits, j'imagine que quand on est dans une commission d'enquête comme la commission Godrèche, bah, ça fait du bien aussi d'avoir, un rapport plus naïf aux choses et à la beauté des choses ordinaires. J'imagine que ça touche profondément. Donc non, C'est pas j'entends. naïf. C'est pas naïf, c'est juste, comment je peux dire ça? C'est créatif, mais c'est pas naïf. Mmh. Je veux dire naïf au sens où, tu sais, on a l'impression que quand on doit tout analyser, suranalyser, aller très loin dans les choses et il y a des choses qu'en fait, on peut dire simplement aussi et Ouais. ça a l'air naïf, mais ça peut-être que tu as raison, ça a l'air naïf, mais ça l'est pas. Ouais, je pense que c'est pas faux et bon, du coup, je vais enchaîner sur un truc badant, mais pour repartir sur l'extrême droite, il y a eu un attentat islamophobe dans une mosquée il y a 10 jours. Un homme a perdu la vie qui s'appelle Aboubacar Cissé. Malheureusement, le débat public ne s'est pas orienté vers la dignité, une fois n'est pas coutume, et on s'est retrouvé avec des plateaux télé qui questionnent l'usage du mot islamophobie et qui refusent de parler de terrorisme malgré les demandes de la famille et de la communauté musulmane. Pendant ce temps, personne ne questionne les fondements idéologiques de ce passage à l'acte. Est-ce que pour toi, il y a une racine politique à cette violence meurtrière? Bien sûr qu'il y a une racine politique à cette violence meurtrière. Cette racine politique, c'est l'extrême droite, c'est la haine du musulman, ou la stigmatisation, du musulman comme étant, l'ennemi de l'intérieur. Et ça, moi, j'en veux énormément aux journalistes des chaînes non boloristes, de pas analyser cette dimension de l'ennemi de l'intérieur. Parce qu'en fait, l'ennemi de l'intérieur, c'est un ressort qu'on connaît absolument. C'est le ressort par lequel se créent toutes les catastrophes de l'histoire, quoi. Et là, on est dans la construction d'un ennemi de l'intérieur par la figure du musulman et de la musulmane d'ailleurs aussi, parce que les femmes voilées s'en prennent beaucoup. Et il n'y a pas d'interrogation politique, historique de cette figure de l'ennemi de l'intérieur. Et quand on regarde les années 30, on devrait quand même s'interroger parce que à l'époque, on parlait de judéo-bolchevisme. Aujourd'hui, on parle d'islamo-gauchisme. Mais en fait, c'est quoi la différence, tu vois, au fond du fond, tu vois? Tu associes une religion avec des idées de gauche, c'est le judéo-bolchevisme. Aujourd'hui, tu fais islamo-gauchisme, mais en fait, c'est les mêmes ressorts. Et c'est pas possible que l'histoire resserve les plats comme ça. Donc, à un moment donné, on a une responsabilité là-dedans. Et cet ennemi de l'intérieur construit de toutes pièces, eh bien, il conduit à l'attentat de la mosquée et le meurtre de Monsieur Cissé. Mais j'ai rencontré sa famille, qui est incroyable d'ailleurs. Mais voilà, enfin, ça doit être analysé politiquement et on doit mettre une grille d'analyse, vraie grille d'analyse, quoi. C'est-à-dire que c'est trop facile de faire de l'actu en direct ou du journalisme en direct. C'est-à-dire que voilà, toutes les minutes, on change de sujet, on fait le truc et tout ça. À un moment donné, il faut poser des analyses politiques. Et l'accélération
du rythme télévisuel, du rythme médiatique. Et d'ailleurs, merci de me donner le temps ici de parler en longueur, parce que en fait, cette accélération du temps, elle renvoie et elle empêche des cadres de pensée. Mais est-ce que enfin, je suis d'accord avec à peu près tout. Juste, tu parles de l'extrême droite au départ, mais est-ce que justement, est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas dépassé ça même à un certain stade avec un Bruno Retailleau qui porte aujourd'hui les polémiques sur le voile, enfin quelqu'un qui dit à bas le voile dans un congrès et qui est profondément islamophobe dans ses prises de discours. Avant que tu places Bruno Retailleau à l'extrême droite, ce qui s'entendrait vu ses prises de position politique, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question justement de à quel point ce discours de l'ennemi intérieur, de la peur de l'autre, il s'est étendu aujourd'hui chez une partie des néolibéraux et c'est devenu une part entière de leur grammaire politique qui est en train encore plus efficacement de normaliser, de banaliser cette haine de l'autre, du fait que ben, là, ça vient plus d'un repoussoir idéologique comme le Rassemblement national, mais d'un parti politique mainstream qui peut montrer patte blanche à la télévision et qu'on ne soupçonne jamais d'extrémisme, alors que les discours, pour le coup, sont quasiment les mêmes que ceux de Bardella. Mais ça, c'est encore une fois une analyse politique de l'histoire qui nous permettrait de comprendre ça. C'est que les libéraux et les tenants du capitalisme, quand ils voient qu'ils n'arrivent plus à imposer le capitalisme en mettant dans la tête des gens un projet attirant, un projet désirable. Parce que les 30 Glorieuses, c'était ça, c'était on va tous produire, mais du coup, on aura la sécu, on aura les services publics, on aura la progression de nos enfants, on aura le progrès technique, on aura le confort matériel, on aura, tu vois, tout ça, c'est un imaginaire qui te permet d'adhérer au capitalisme, en fait, d'une certaine manière. Là, aujourd'hui, comme il n'y a plus ça, ils utilisent l'autoritarisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment miroir ce qui s'est passé dans les années 30. C'est-à-dire que là, comme il n'y a plus de futur désirable dans un système capitaliste libéral, en fait, on se tourne vers l'autoritarisme, vers la discipline du peuple, vers la mobilisation de la figure de l'ennemi de l'intérieur pour continuer en fait à faire ses affaires et à faire son profit tranquillement. Donc c'est pour ça que oui, je parle de l'extrême droite, on pourrait parler de la droite, mais en fait là, on est vraiment dans la lutte finale, quoi. On est dans la grande bataille, en tous les cas, ouais. On est dans la grande bataille, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec ce constat. Cette question un peu polémique, et je sais qu'on te l'a déjà posée, mais je ne me voyais pas parler de l'extrême droite sans la poser. Tu as tweeté après que Marion Maréchal Le Pen ait été aspergée de bière au salon de l'agriculture. Le déchaînement de misogynie après le passage de Marion Maréchal Le Pen au salon de l'agriculture n'est pas acceptable. Un tweet qui t'a été pas mal reproché, qui fait écho à un autre tweet sorti en 2022, adressé cette fois à Valérie Pécresse, où tu avais écrit ce temps où des digues, des plafonds de verre sautent enfin. C'était après sa nomination comme candidate pour les Républicains. Bravo pour votre victoire, Valérie Pécresse. Oui, bataille politique il y aura sur le plan des idées, trop éloigné, opposé même, mais respect pour votre parcours. Valérie Pécresse qui va quand même finir par porter l'idéologie complotiste et raciste du grand remplacement pendant cette même campagne. Désolé de le formuler comme ça, mais est-ce que c'était pas un peu un contre son camp, ces deux tweets-là, au regard de ce qu'a dit Valérie Pécresse après coup et de qui est Marion Maréchal Le Pen pour l'ensemble de son œuvre? Alors, je me souvenais plus du tweet là quand on m'a interrogé, c'était sur l'UMA. Bon, alors du coup, j'ai réfléchi à ça parce que j'étais un peu surprise par la question. Je me souvenais plus du tout d'avoir fait ce tweet. Et alors, Pécresse, tu viens de me le rappeler. Je dois juste dire, je vais vous répondre, mais je vais te répondre et répondre du coup à la communauté. Juste, moi, à 13h30, il faudra que j'y aille, donc je te le dis parce que c'est. Ça marche, ok. Alors, Valérie Pécresse, ce tweet, il est lié à un truc, c'est qu'il n'y avait jamais eu de candidature femme chez les Républicains, au camp de la droite, à la présidentielle. Quand même, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui marque une avancée. Voilà. Et ce tweet sur Valérie Pécresse, il est très clair. C'est-à-dire, je partage rien des positions qu'elle va développer dans la présidentielle, et je serai une opposante politique ferme et sans aucune concession vis-à-vis d'elle.
Mais le fait que ce soit elle qui soit désignée, c'est une victoire. Enfin, je veux dire, c'est un changement. Ok. Il n'y avait jamais eu de candidate femme dans le camp de la droite. Quant à Marion Maréchal Le Pen, en fait, je m'adressais aux militants de gauche. Je ne m'adressais pas à Marion Maréchal, j'en ai rien à faire. Enfin, je ne suis pas en soutien de cette femme. Mais par contre, je m'adressais aux militants de gauche qui, sur les réseaux, avaient vraiment un déchaînement pour moi à dimension misogyne, au-delà de l'antifascisme pur. Et parce que nous revendiquons des valeurs, parce que nous revendiquons une société d'égalité, nous devons aussi être conscients des biais que nous pouvons avoir et ne nous adonnons jamais à des attitudes sexistes, à des attitudes misogynes, à des attitudes racistes, parce que c'est trop facile, en fait, tu vois, de dire on est contre le racisme et tout ça, et puis que c'est dans le camp d'en face, c'est bien de se lâcher. Donc, alors, je me suis excusée si ce tweet avait pu choquer, je le comprends tout à fait, mais moi, j'alerte quand même parce que je trouve que à gauche, les militants de gauche, particulièrement sur les réseaux sociaux, n'ont pas toujours la lecture misogyne, de lutte contre la misogynie, de lutte contre le racisme, de lutte contre le validisme, de lutte qu'ils devraient avoir. C'est-à-dire sur l'antifascisme, ils sont au top, sur l'anticapitalisme, ils sont au top, etc. Sur le sexisme, pas toujours. Pas toujours, il faut se le dire aussi. Et moi, je veux pas que mon camp politique s'adonne à des comportements que je condamne, en fait. Donc voilà, quand bien même, c'est ma pire adversaire politique. Quand bien même ça touche ma pire adversaire. Ça m'inspire une dernière question, toute dernière, et après je te libère. Est-ce que pour toi, c'est OK de frapper un nazi? Question qui a été beaucoup posée sur Twitter à un moment donné. Un vrai nazi qui se revendique du Troisième Reich, est-ce que pour toi, on a le droit de lui mettre un pain dans la tronche? Ce sera la question de la fin. C'est le bon piège de fin, ça. Moi, on a le droit de l'enfermer dans le placard à balai le temps qu'il réfléchisse à sa position de nazi, mais par contre, le frapper, non. Non, pour toi, non. Moi, j'aurais dit l'inverse. Moi, je dis, voilà ma position. Moi, je pense que oui. Mais parce que c'est des gens, pour moi, qui défendent une idéologie mortifère. Tu vois, si leur projet, c'est la mise à mort, tu vois, des autres. À la fin, c'est de venir tuer ta famille un jour, quoi. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à un moment, tu vois, j'entends, moi, tu vois, aux États-Unis, ils ont ce débat parce que des mecs qui sont des néo-nazis tiennent des discours publics où ils appellent à la mise à mort des juifs, des noirs, des personnes LGBT, etc., comme ça. Et quand quelqu'un passe et leur met un pain, ils sont là, quoi, on m'a frappé, c'est de la violence. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, c'est plus de la violence à ce niveau-là. Je suis pour les enfermer dans le placard à balai. Il faut les attraper avant. Hein. Les enfermer dans le placard à balai. Il n'y a pas de problème. D'accord, ça va, voilà. Ça me va. Je ne vais pas les laisser en liberté avoir leur discours haineux et mettre en danger des personnes. Mais par contre, l'enfermement dans un placard à balai, c'est pas le taper. Ça va. Bah écoute, j'accepte cette réponse. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'était très, très gentil à toi. Bah écoute, c'était un plaisir. J'espère que ça va, que les questions t'ont intéressé, que l'échange a été cool. De mon côté, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi aussi, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci aux personnes qui ont écouté. Du coup, j'ai pas du tout vu le chat, donc j'ai pas vu les réactions. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout, ne lâchons rien parce que vraiment, notre pire menace aujourd'hui, c'est notre découragement. Donc, on y va et on gagne. Merci beaucoup, Sandrine. Je te laisse raccrocher l'appel. Et puis, bah, écoute, à une prochaine. À une prochaine.